amis, je vais vous parler d'un temps que les moins de 38 ans ne peuvent pas connaître. Et parce que ceux qui n'ont pas 38 ans aujourd'hui n'ont pas pu voter en 2005. Moi j'avais 12 ans. Je fais partie d'une génération qui n'a jamais voté à un référendum. Jamais. Alors que pourtant, c'est l'expression la plus pure et la plus parfaite de la souveraineté populaire. Parce qu'on pose une question très simplement au peuple et il répond par oui ou par non. C'est simple, c'est limpide. Depuis 20 ans, plus aucun référendum. Alors, on va refaire un petit peu l'historique, comme l'avait fait très justement Joachim. Quel était le paysage politique à l'époque? On était en plein dans la grande dichotomie UMP, PS. On avait ces deux appareils politiques qui étaient des mammouths et qui, par alternance, à la destinée de la nation, qui occupaient la haute fonction publique, etc., et qui singeaient une forme d'opposition l'un avec l'autre. Or, en 2005, la grande particularité, c'est que et l'UMP et le PS avaient pris position officiellement pour le oui. Et les députés, les sénateurs ou les élus qui, à l'intérieur de ces deux structures, avaient pris position pour le non, étaient des frondeurs, qui, pour la plupart d'ailleurs, ont quitté les partis, sauf pour le PS, parce que si on égrène un peu les noms, ça fait un peu sourire quand on repense aujourd'hui. Au PS, vous aviez notamment Laurent Fabius, qui a soutenu le non. Vous aviez Henri Emmanuelli, vous avez Christian Jacobelli, vous aviez Manuel Valls au début, vous aviez évidemment Jean-Luc Mélenchon, bon, tout le reste de l'appareil évidemment pour, mais vous aviez une base militante qui en revanche s'est progressivement détachée du oui. Parce que François Hollande avait voulu à l'époque verrouiller un petit peu la chose. De s'en souvenir, il y avait eu un référendum qui avait été fait en interne au Parti socialiste, posant la question du oui ou du non sur le futur traité, et François Hollande avait mis sa légitimité en balance. Donc il avait fait voter les gens, non pas oui ou non pour le traité, mais oui ou non pour François Hollande, et puis il avait brandi le résultat en disant, regardez, le Parti socialiste est européen et veut le traité établissant la Constitution pour l'Europe. À droite, qu'est-ce que vous aviez? Eh bien, à droite, vous aviez effectivement le Front National de Jean-Marie Le Pen qui était contre, ce qui d'ailleurs rappelle un passage médiatique qui est assez savoureux, où François Hollande qui était sur un plateau télé, et la journaliste de lui dire, est-ce que si jamais, pardon pas François Hollande, Laurent Fabius, Monsieur Fabius, si jamais vous devenez président de la République, est-ce que vous formeriez un gouvernement avec Jean-Marie Le Pen? On comprend évidemment ici le principe inquiet d'associer quelque chose qu'il détestait, etc., pour détourner évidemment les éventuels socialistes qui auraient rejoint Fabius avec cette campagne. Donc à droite, il y avait le Front National, il y avait Philippe de Villiers, donc avec des plus petits, avec une plus petite structure qui s'appelait le MPF, il y avait Charles Pasqua encore avec le RPF, il y avait Nicolas Dupont-Aignan également, qui était alors à l'UMP, qui commençait à créer son premier mouvement Debout la République, qui n'était pas encore un parti politique. Et pareil, ces gens-là se sont détachés progressivement de l'UMP. La campagne médiatique a été donc assez biaisée dans la mesure où vous aviez les deux gros appareils qui étaient pour le oui, et vous aviez une quasi-unanimité des médias pour le oui. Vous aviez 71, j'ai regardé le chiffre, 71% du temps d'antenne qui avait été consacré au oui. Et donc le reste était consacré au non. Vous aviez également les instituts de sondage. Les instituts de sondage annonçaient à la fin d'année 2004 le oui vainqueur avec plus de 60%, en oscillant entre 65%, et il y avait même des sondages qui annonçaient le oui vainqueur à 69%. Les courbes se sont croisées en mars 2005, lorsque la campagne a commencé, et que eh bien, les slogans n'ont pas suffi, et l'argumentaire des partisans du non et des défenseurs de la souveraineté nationale leur a permis de l'emporter. Et le croisement des courbes s'est fait très tardivement. Il s'est fait vraiment au moment de l'entrée en campagne. On peut voir aussi là-dedans une grande source d'espoir. Tu disais tout à l'heure, Louis, c'était un moment structurant, et tu as tout à fait raison. Parce que qu'est-ce qu'a dit le peuple français à ce moment-là? On dit effectivement, oui, le peuple français n'a pas voté non pour, à 55%, les Français n'étaient pas favorables à un Frexit, c'est vrai. Mais néanmoins, ils avaient compris qu'il y avait maintenant une dichotomie très nette entre le peuple et entre ses élites.
entre des gens qui savent et des gens qu'on considère comme des imbéciles, où on disait qu'ils se focalisaient sur des problématiques nationales et qu'en réalité ce vote n'était pas un vote sur l'Europe, mais plutôt sur des politiques nationales. Et tout cet abattage médiatique, dont le moment le plus criant a été cette une de François Hollande et de Nicolas Sarkozy, l'un à côté de l'autre. D'ailleurs, la légende veut que l'Obi ait perdu 3 points le lendemain de cette une, tellement les deux, tellement la propagande en place à l'époque était assez criante. Eh bien, le peuple français a dit non à tout ça. Le peuple français, c'est un peuple qui a dit « Moi, on ne va pas me dicter mes lois chez moi. Je suis souverain chez moi. » Et j'ai bien compris après Maastricht, j'ai bien compris après les traités qui ont suivi, j'ai bien compris avec l'ouverture à la concurrence, avec les usines qui ont fermé, avec les délocalisations, avec l'euro, avec l'appauvrissement de la population, j'ai bien compris que cette histoire d'Union européenne, c'était quelque chose qui n'était pas bénéfique pour nous, et nous ne voulions pas aller plus loin. C'est ça qu'a exprimé le peuple. Et c'est fondamental. C'est fondamental de le garder en tête. Parce que ce traité, au fond, qu'est-ce qu'il disait ? Ce traité, il prévoyait de la supranationalité, c'est-à-dire qu'il y avait des instances maintenant qui étaient au-dessus des gouvernements et on sortait de la collégialité pour avoir plus de poids pour la Commission, plus de poids pour le Parlement européen, moins d'unanimité, etc. Parce que la logique, c'était de dire oui, mais bon, maintenant on va faire une Europe à 25, et ben il faut qu'on soit quasiment un État fédéral, sinon ça ne va pas fonctionner. Vous savez, c'est un calendrier, hein, les choses sont planifiées, il s'agissait simplement pour ces gens-là d'une formalité. Ce référendum. Et ce que je vous dis doit quand même vous sauter un petit peu aux oreilles. Vous allez me dire, mais en fait, ce qu'on a, c'est exactement ça. Bien oui. Parce que 2005 ne peut être évoqué sans évoquer également ce qui a suivi 3 ans après, à savoir le Congrès, et en 2007, la signature du traité de Lisbonne, qui était, et il faut le dire, il ne faut pas avoir peur des mots, un viol. Le peuple français a été violé, sa parole a été violée, la République a été violée, tout ce sur quoi repose notre politique, notre système politique, à savoir la légitimité démocratique, a été bafoué, a été violé. C'est ça, c'est le bon mot. Alors, une fois qu'on a dit ça, vous me direz, bon, maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Parce que certes, c'est important de célébrer des événements qui fédèrent, mais il faut voir aussi dans l'avenir. Nous défendons ici la sortie de l'Union européenne. La sortie de l'Union européenne, je vous le dis, elle ne pourra se faire que par un référendum. Alors, ce référendum-là ne pourra pas être bafoué comme celui de 2005, tout simplement parce que là, ce sera un référendum constitutionnel qui visera à modifier la Constitution. À partir du moment où il est voté et que le résultat est approuvé et promulgué, le vote s'applique. Ce référendum, il est également important politiquement. Parce que je suis persuadé, et en tout cas à Recours au contrôle, nous en sommes persuadés, qu'il s'agit du plus petit dénominateur commun qui permettra de réunir non seulement les Français, mais toutes les personnes qui souhaitent défendre la souveraineté nationale et qui souhaitent que la France continue d'exister et de garder son indépendance. Et ce référendum sera également structurant politiquement parce qu'il ne reposera pas sur un programme noyé au sein d'autres mesures qui ont tout à fait leur importance, hein, je ne dis pas le contraire. C'est très important de parler du pouvoir d'achat, c'est très important de parler de l'immigration, c'est très important de parler de la fiscalité, de l'énergie, etc. C'est pas ça le sujet. Mais la question européenne est toujours noyée dans nos échéances électorales. Or, s'il y a un référendum sur la question de l'appartenance de la France à l'Union européenne, ce sera le sujet qui sera débattu. Et nous viendrons avec nos arguments, et je en suis persuadé, nous avons raison, et nous gagnerons. Ce référendum sera le moment où le peuple français se retrouvera pour prendre la décision de son destin. Ce sera le moment où le peuple français dira, chez nous, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et chez nous, la loi, c'est nous qui la faisons. Chez nous, pas de commissaire européen, pas de fonctionnaire de l'Union européenne, pas de bureaucrate. Chez nous, le souverain, c'est le peuple. Nous sommes maîtres chez nous.
Alors concrètement, comment ce référendum pourrait-il arriver? Vous savez, il y a deux façons de faire un référendum dans la Constitution. Je ne vais pas rentrer dans les détails, faire un droit constitutionnel. Vous avez l'article 89. Cet article-là ne sera pas forcément favorable parce qu'il faudrait passer par les deux chambres de l'Assemblée. Il y a aussi le Congrès pour changer la Constitution, mais le Sénat étant largement dominé par le PS et par les Républicains, il y a très peu de chances qu'ils votent pour un changement de la Constitution en faveur d'une reprise de la souveraineté du pays. Il nous reste donc ce qu'on appelle l'article 11, ce qu'avait utilisé le général de Gaulle à plusieurs reprises pour effectuer des modifications de la Constitution. Et ce référendum-là, eh bien, il a besoin du président de la République pour être actionné. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore dans un contexte d'élection présidentielle, nous sommes plutôt dans un contexte de délitement du pouvoir présidentiel, mais il faut quand même nous projeter sur les échéances à venir. Et penser en conscience quel parti, quel candidat aura le plus de chances d'arriver à l'Élysée et de mettre au vote ce référendum. Je souhaite évidemment qu'il y ait un candidat souverainiste qui émerge et qui le fasse. Nicolas Dupont-Aignan avait pris l'engagement en 2022 de soumettre au référendum l'appartenance de la France à l'Union européenne. Je ne sais pas s'il sera candidat, il a annoncé en tout cas, je ne sais pas s'il sera candidat en 2027, il reproduira cette promesse. Je ne sais pas si votre président Florian Philippot se présentera. En tout cas, moi je lui souhaite évidemment de réussir parce qu'au moins la question sera nette et sera tranchée. Mais toujours est-il qu'il y a d'autres forces à analyser et à regarder. Et il faut se demander quelle force politique a un programme qui aujourd'hui s'opposera le plus aux règles de l'Union européenne, à tel point qu'elle n'aura d'autre choix, soit de se soumettre, soit de soumettre la question au peuple, et donc d'utiliser le référendum. Enfin, des considérations peut-être un peu plus politiciennes, mais les élections municipales arrivent prochainement. Je vous souhaite à tous collectivement souverainistes, élections municipales, mais également les potentiels législatifs qui pourraient arriver en cas de dissolution. Je vous souhaite à tous d'arriver comme on peut, la façon dont on peut dans notre quotidien, dans notre vie, d'arriver à peser politiquement. Et pour ça, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de secret. Il faut arriver à des postes de responsabilité, des postes de pouvoir et des postes d'élu. Donc je nous souhaite à tous d'arriver à avoir des maires, des conseillers municipaux, des députés. Et ça doit être une prérogative extrêmement importante. Le militantisme et le combat de terrain, c'est essentiel évidemment. C'est très important parce que c'est ce qui nous permettra de peser dans le débat public et d'apporter et d'obliger les partis à mettre cette question du référendum et le parti qui arriverait à la présidence de mettre cette question sur la table. Pour les cœurs les amis, nous allons y arriver. Et nous allons y arriver jusqu'à récupérer complètement notre indépendance et notre souveraineté. Merci beaucoup. Bravo.